Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, Qu'est-ce que je change dans une cabine téléphonique? disons, disons, oui, la porte est prise. Ça sera les portes tournantes. Donc, la négociation à travers la créativité. Est-ce que la créativité se développe en même temps que la négociation ou c'est l'inverse? La créativité chez l'humain est un facteur d'égoïsation. Tous les humains qui expriment une créativité sont des humains qui sont en phase d'involution. Et toute forme de créativité exprimée par l'être humain est une créativité égoïsante, donc qui grossit l'ego et qui, dans 90% des cas, sert de facteur extrêmement évolutif en ce sens qu'il engendre l'écœurement. Ça sert de facteur de désillusion, de stress, d'angoisse, de honte, de culpabilité. Et ça permet l'inimitié. Ça permet aux individus de s'haïr, de se détester, de se jalouser. Ça permet aux individus aussi de perdre leur efficacité pour leur créativité. Ça permet aux individus de perdre leur logique pour leur créativité qui est exclusivement émotive. Ça permet aux individus, finalement, même ceux qui se conscientisent, ça leur permet de se retrouver tout seuls face à un mur qui est leur créativité. Et ça engendre une perte magistrale d'énergie dans la frustration, dans la jalousie, dans la peur, dans le trac, dans tout ce qui est normalement exprimé par un ego, donc par un facteur énergétique en phase d'involution. La créativité est exclusivement évolutive. La créativité ne fait pas partie des sphères de l'évolution, c'est-à-dire que la créativité ne fait pas partie des sphères de l'intelligence. Mais l'homme nouveau, lui, ne doit pas développer sa créativité, justement? Non, l'homme nouveau ne peut pas développer sa créativité parce que l'être humain n'a pas de créativité. L'être humain est exclusivement réactionnel. L'être humain ne fait qu'appliquer les manipulations qui, au travers de sa psychologie, peuvent s'exprimer dans ce qu'il appelle la créativité. Mais l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau n'est absolument pas créatif. Il est expressif, il exprime de l'intelligence, il ne crée rien à partir du facteur psychologique de l'identification, c'est-à-dire qu'il n'a pas une conscience identifiée que c'est lui qui manipule les choses, donc que c'est lui qui est un créateur. La créativité est une farce, la créativité est une illusion ancestrale et astrale qui mobilise l'énergie ascendante de l'homme dans une stagnation qui l'oblige à continuer, malgré que l'être humain, dans une phase de conscientisation, finit par apprendre, il ne comprend pas habituellement, finit par apprendre qu'il n'a pas de libre arbitre, il continue à prétendre à une créativité. Si j'ai bien compris, on doit se débarrasser de la créativité. Non. Mais la créativité, Non. c'est une forme de manipulation. L'homme doit quand même s'exprimer. Il s'exprime à travers sa créativité. Non plus, non. On ne doit pas se débarrasser de la créativité, on doit se débarrasser de l'illusion qu'on a que c'est nous qui sommes créatifs. Donc, on n'a pas, personnellement, on n'a pas de créativité. On n'est pas créateur. On est acteur. Bon, premièrement. Mais maintenant, l'homme ne se débarrassera pas du facteur d'intervention dans l'événement. C'est-à-dire, c'est ce que souvent la psychologie astrale appelle la créativité. Ce n'est pas de la créativité, ce n'est pas parce que tu prends de la peinture et que tu laisses circuler l'énergie astrale au travers de ta psychologie que tu vas créer une peinture magistrale. Ce n'est pas de la créativité. C'est de l'expression, de l'expressivité, ce n'est pas de la créativité. Quand tu as une idée extraordinaire à appliquer, ce n'est pas de la créativité. L'humain ne crée pas l'idée. L'humain découvre qu'il a l'idée et l'humain exprime l'idée. Il n'a pas créé l'idée. Donc, ce n'est pas de la créativité. Celui qui invente quelque chose n'a rien inventé. Il est le facteur d'expression d'une énergie, plus souvent qu'autrement astralisée, qui, au travers de sa structure neuronique et endocrinienne, de sa voix ou de sa gestuelle, qui engendre, exprime dans la matière, transforme la matière, malléabilise la matière pour créer une nouvelle forme. Et l'ego de l'homme va dire, j'ai inventé, j'ai créé, ou j'ai droit à ma créativité. Mais c'est une vraie farce. Le libre arbitre, c'est la chose. De toute façon, l'homme ne peut pas comprendre ce que c'est que le non-libre arbitre. L'humain peut apprendre ce que c'est, mais ne peut pas comprendre ce que c'est. Alors, celui qui comprend ce que c'est que le non-libre arbitre, celui qui comprend que le libre arbitre n'existe pas, ce n'est pas un homme. C'est une conscience supramentale qui s'exprime par le corps d'un homme avec un grand H, donc d'un homme ou d'une femme. Mais l'homme, l'animal humain, et même celui qui se conscientise, celui qui est en transition, n'a pas la faculté réelle de comprendre ce que c'est que le non-libre arbitre. Ça lui échappe totalement, ce n'est pas dans sa conscience. La conscience du non-libre arbitre apparaît lorsque l'humain n'est plus assujetti à la manipulation. Et là, l'humain se rend compte qu'il n'avait pas de libre arbitre. Mais regarde bien ceci. Qu'est-ce que c'est qu'un humain qui juge un autre? Un humain qui continue à péjorativiser les choses, un humain qui continue à crier « maudit imbécile, as-tu vu le cave ?» Il attribue un libre arbitre à l'autre. Et l'autre n'a pas de libre arbitre, donc l'autre n'est ni imbécile, ni cave, ni
ni cochon, ni ceci, ni cela. Ce n'est pas un meurtrier, ce n'est rien. On ne peut pas juger. Alors, même ceux qui se conscientisent, qui continuent à concevoir l'idée qu'ils n'ont pas de libre arbitre, que ça les fait chier, ben, ils continuent à donner de la mort à tout le monde, comme si les autres avaient un libre arbitre. Alors, ce n'est pas, c'est un facteur égoïque d'apprentissage. Les égaux apprennent qu'ils n'ont possiblement pas de libre arbitre, mais l'ego ne peut pas comprendre l'idée. La créativité, c'est l'illusion. C'est une illusion qui est assujettie à l'illusion de libre arbitre. Le jugement d'autrui, c'est une illusion qui est assujettie au libre arbitre que les autres devraient avoir. Et il y a énormément de phases subtiles dans cette compréhension du non-libre arbitre. Et l'homme actuel, sur la planète Terre, n'a pas la faculté de comprendre parce qu'il a trop de créativité, justement, il a trop d'égoïsation. Alors il va créer une nouvelle compréhension, il va créer une nouvelle explication, il va créer une nouvelle expression, une nouvelle définition, une nouvelle intelligence, une nouvelle émotion, il va créer dans sa tête. En réalité, il ne crée pas, il ne fait qu'exprimer une manipulation de plus en plus pervertie de ce que peut être l'astral. Mais il vient un temps que l'homme, justement, s'aperçoit de ces limites-là. Il veut aller plus haut, mais il est empêché. Il ne peut pas aller plus vite. L'accélérateur, ça ne peut pas être au maximum. Il y a un moyen de donner un coup de pouce, justement, à l'homme qui veut briser ces limites-là. Premièrement, j'expliquais vendredi qu'il y a deux lois magistrales qui règlent l'univers dans lequel nous sommes. La première, c'est que quel que soit le jeu que l'on va jouer, on est perdant. Et la deuxième, c'est que quelle que soit la quantité d'énergie qu'on va vouloir y investir, on la perdra. Bon, ça, ce sont des lois de thermodynamique, ce sont des lois qui régissent tout ce qui est énergétiquement sujeté à l'espace-temps. Ce qui veut dire toute l'expression actuelle de l'homme, sauf ce qui est supramental, donc instantané, et toute la matière en delà de la structure vitale, ce qui fait tout ce qui est l'homme et tout ce que l'homme peut toucher, transformer ou bouger. Vois-tu, il y a dans cette création, dans cet univers, l'univers est une partie locale d'un super-univers, partie locale d'un système créationnel. Dans cet univers, il y a le désordre total. J'ai déjà expliqué que l'harmonie apparaissait lorsque deux forces qui étaient totalement antagonistes, deux forces qui menaient une guerre les unes contre les autres, arrivaient à être équilibrées. Alors, on a un corps en santé lorsque nous avons suffisamment de virus qui meurent en fonction des anticorps et des globules blancs qui naissent. Sinon, à un moment donné, on a trop de globules blancs. Alors, cela crée un problème majeur. Ça peut engendrer certaines formes de leucémie. Et si on a pas assez de globules blancs, eh bien, on peut finir par avoir différentes pathologies, dont la plus dramatique est le sida. Alors, il y a un équilibre. L'équilibre, ce n'est pas la paix. L'équilibre, c'est l'apparence de paix, l'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre. Cela veut dire qu'il y a autant de chevreuils qui naissent qu'il y en a qui meurent. Donc, on a un équilibre au niveau de la population des chevreuils. Tout l'univers au complet est une grande foire totalement désorganisée, où il n'y a aucune structure d'organisation. Maintenant, il y a la descente de l'évolution, qu'on appelle l'involution, qui a comme facteur, comme fonction d'organiser, c'est-à-dire de prendre dans le déséquilibre, dans la structure désorganisée, de prendre la matière totalement folle et de l'orchestrer, de l'informatiser, c'est-à-dire de placer de l'information dedans. L'homme est l'un des facteurs les plus élevés dans la pyramide de l'information. L'homme est ce qui est le plus informé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, c'est à l'intérieur de cette structure que nous pouvons retrouver la plus grande quantité d'histoire à travers la création, donc à travers les 15,5 milliards d'années qui sont déjà en arrière de nous, en réalité en avant, mais ça on reviendra là-dessus. Et l'homme est la plus grande cumulation d'informations. Dans la table, il y a de l'information, il y a de la structure atomique, il y a nécessairement des nucléons, il y a des quarks, il y a des nucléons, il y a des atomes, il y a des molécules, et maintenant, nous allons retrouver des structures moléculaires et nous allons retrouver une forme, c'est de l'information. Chaque fois que dans l'univers, nous créons de l'ordre, et quand je parle de nous, je parle des structures melchisédiennes, les catalyseurs de l'évolution, les catalyseurs de l'organisation. Chaque fois qu'il y a une création d'ordre, il y a nécessairement une amplification du désordre partout là où il n'y a pas d'ordre créé. Cela veut dire, et ça va revenir à notre créativité, cela veut dire que chaque fois que nous construisons quelque chose, nous engendrons une destruction massive ailleurs. La destruction massive, le désordre est calculable en fonction de la quantité de lumière qui est présente dans une région donnée de l'univers. Chaque fois qu'il y a croissance de l'ordre, il y a création de lumière. C'est-à-dire que, comme le désordre est proportionnel à la quantité de lumière, la quantité de photons qui existent quelque part dans un système universel, ça c'est le désordre, l'absence de lumière va donc être la quantité d'ordre.
Lorsque nous prenons, premièrement, la lumière vient du Soleil. Le Soleil est une structure organisationnelle, c'est-à-dire que les soleils sont le début de l'organisation de l'univers. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a des milliards et des milliards de particules qui se promènent dans tous les sens, donc dans un désordre absolument constant. Et à un moment donné, sous la force d'une gravitation naissante, sur laquelle on va passer pour l'instant, il y a l'organisation stellaire, l'organisation lente de la génération d'une étoile d'une façon ordonnée, c'est une sphère. Si l'étoile a une rotation sur elle-même, comme la planète Terre, eh bien, les parties qui seront à l'extérieur de cette sphère auront tendance à tourner plus rapidement, donc cela va étirer la sphère et cela va aplatir les deux pôles. La Terre a deux pôles plats parce qu'elle a déjà été une sphère de gaz. Donc, dans ce Soleil, il y a maintenant de l'organisation, un phénomène sphérique. L'organisation du Soleil engendre de la lumière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous engendrons l'organisation stellaire, nous allons augmenter le désordre interstellaire. Alors, il y a création de lumière. Les photons qui partent du Soleil sont des photons extrêmement énergisés, des photons jaunes, qui vont partir dans tous les azimuts à partir du foyer central qui est le Soleil. Le Soleil s'organise, le reste se désorganise. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important, extrêmement utile à comprendre, même dans la mécanicité astrale, dans la mécanicité financière ou dans la mécanicité de l'évolution de l'homme ici, c'est que plus nous voudrons organiser les choses, plus nous créerons du désordre. Et il se doit, dans une structure d'intelligentiation contrôlée, et on se doit d'engendrer le désordre à l'extérieur de l'ordre et non pas au centre même de l'ordre. Parce que là, on a une créativité extrêmement pénible, une créativité totalement désordonnée. C'est-à-dire qu'on a une ordonnance totalement désordonnée. Les photons jaunes arrivent, par exemple, sur une planète comme la Terre. La Terre les absorbe. Toutes les photons jaunes qui arrivent sur le plan planétaire, elles sont absorbées par la Terre. Les autres sont perdus ou absorbés par d'autres phénomènes, les poussières, etc. La Terre les absorbe et elle va les transformer, c'est-à-dire que la Terre sert, étant donné que la Terre est organisationnelle, elle sert à augmenter le désordre interstellaire. La Terre reçoit un photon jaune et va le diviser et va réenvoyer 20 photons rouges, qu'on appelle des photons d'infrarouge. Tout ce qui a tendance à s'organiser a besoin d'absorber de l'énergie. L'énergie de la lumière est l'énergie la plus puissante, mais la plus instable, c'est la plus inutilisable. Lorsque le corps physique de l'homme dégage énormément de lumière. Pourquoi? Parce que l'homme est un être organisationnel, c'est-à-dire que l'homme, le corps physique de l'homme, est continuellement en train de prendre des aliments, de prendre de l'oxygène, de prendre de la lumière et de l'organiser de façon à soutenir sa structure biologique. La preuve que l'homme émet énormément de lumière, c'est que si on regarde un corps physique la nuit avec des lunettes infrarouges, on va se rendre compte qu'un corps vivant émet une quantité absolument inférente de rayonnement photonique rouge, c'est-à-dire d'infrarouge. Donc, un corps vivant, un corps qui organise, émet de la lumière. Un arbre organise et émettra de la lumière. Maintenant, la majorité de l'organisation végétale est une organisation stockante, une organisation qui ramasse. Si on prend du charbon, le charbon est une mémoire d'organisation qui a été vécue, qui a été faite sur plusieurs milliers ou millions d'années. Lorsque l'on brûle le charbon, on se rend compte de la quantité phénoménale de lumière et de chaleur, d'infrarouge, qu'il y a dans le charbon. Les végétaux stockent donc la lumière pour la rejeter à un moment donné, soit lors d'un incendie, soit lors d'une putréfaction. Il y aura nécessairement une augmentation de la chaleur. Dans un système de compostage, on verra immédiatement qu'il y a une augmentation de chaleur. Il y a libération de photons rouges. Chaque fois que la Terre émet des photons rouges, eh bien, elle crée des particules totalement folles qui s'en vont rejoindre les particules photoniques jaunes d'un Soleil dans les espaces interstellaires et la Terre envoie nécessairement de l'information 20 fois plus de désordre qu'un Soleil. Alors, il y a de plus en plus dans le système interstellaire des photons, de l'information totalement informelle, totalement désinformée, qui ne veulent rien dire, qui vont dans tous les sens. Ça, c'est le désordre. Mais ce désordre est proportionnel à l'ordre qui va exister sur la Terre, à l'ordre qui va exister dans la structure stellaire. Est-ce que l'homme peut manquer son coup puis créer un désordre absolument effarant qui va désorchestrer ce qui existe présentement? La problématique des structures évolutives, parce que l'humanité n'est pas le premier essai d'une structure qui pourrait, à un moment donné, cumuler suffisamment de lumière sans engendrer de désordre extérieur, tout en conservant la matière. C'est pas le premier essai. Mais dans notre avenir, est-ce que l'homme manque son coup? Dans l'avenir de l'humanité, dans l'avenir de la descente d'énergie à travers des corps physiques, c'est réussi.
La problématique qui m'habite encore est de savoir si c'est cette humanité qui est l'ancêtre de ce que je vis ou si c'est une autre humanité. Mais pour moi, c'est pas un problème. À un moment donné, on pourra de toute façon aller fouiller. Il y a un questionnaire qui existe, un questionnaire, un être humain qui pose des questions intéressantes et qui, à un moment donné, m'a interviewé dans un cours sur ce phénomène, et possiblement qu'un jour, il sera suffisamment égoïsé pour qu'on puisse reprendre la conversation et on pourra vérifier les choses. Mais j'ai déjà expliqué aussi que lorsque l'humain fait un choix d'homme nouveau, il peut, s'il a la puissance de supporter ce qu'il fait, il peut changer l'humanité, c'est-à-dire qu'il peut changer totalement de structure de l'avenir. Alors, est-ce que c'est l'humanité actuelle? Ça dépend où l'humanité actuelle va aller. Est-ce que c'est notre humanité locale? Ça dépend où notre humanité locale va aller. Mais ce n'est pas un problème. C'est une intervention extraterrestre, on se parle? C'est une intervention extraterrestre dont la majorité des effectifs extraterrestres viennent simplement de l'avenir de notre système humanoïde, et pas nécessairement de l'avenir de notre humanité. Ça sera vérifié. On revient sur la structure même de la création. Lorsque l'être humain, dans tous les essais, dans tous les facteurs d'essai depuis plusieurs milliards d'années, lorsque l'être humain est parvenu à avoir une structure mentale capable d'organiser convenablement les choses, dans le début c'est l'intellect, par la suite c'est le mental, avant qu'il ait un contact supramental suffisamment grandiose, il engendre tellement d'ordre dans certaines structures qu'il éjacule, c'est le terme, une quantité phénoménale de désordre, sauf qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas la compréhension supramentale, il n'a pas la compréhension d'intelligence qui lui permette de travailler de façon à ce que le désordre créé obligatoirement par l'orchestration de l'ordre ne serve pas contre lui. Autrement dit, l'homme est le plus grand facteur de sa destruction. Pourquoi? Parce que dans l'organisation sociale, matérielle, physique, psychologique, morale, etc. de sa vie, il engendre toujours le facteur karmique qui, normalement, servira à assurer sa propre destruction. Donc, celui qui évolue, on a déjà parlé des MTS, des martyrs de la transition supramentale, sont des gens qui vivent déjà un peu de ce facteur. Mais à l'échelle de groupement, on engendre par l'organisation, mal coordonnée par l'intelligence, habituellement toujours le facteur qui servira lui-même à détruire le groupement. Quand on parle d'une société, la société se détruira d'elle-même. Quand on parle d'humanité, l'humanité s'autodétruira elle aussi. Alors, il y a plusieurs phénomènes à comprendre. À comprendre, c'est une farce un peu, parce que finalement, l'ego ne comprend rien, l'ego se programme. Alors, de temps en temps, on doit répéter des choses, on doit s'entraîner à des choses, ça veut dire que le mental doit organiser suffisamment la créativité des égos, ou l'illusion, réactiver des égos, pour que les égos finissent par apprendre, donc à être programmés, par l'idée qu'ils ne sont pas créateurs, et que le karma est un phénomène qui appartient aux deux lois régissant l'expression de notre univers, l'ordre et le désordre, parce qu'on dit le bien et le mal, mais le bien et le mal est un facteur psychologique et émotif, c'est un facteur spirituel de la vision du monde, des choses. En réalité, il y a l'ordre et le désordre, c'est tout. Quand tu parles de désordre, est-ce que c'est un désordre absolu? C'est un désordre qui est absolu, oui. Dans l'astral, il y a ce désordre. Donc, dans l'homme, il y a ce désordre. Et la créativité et l'expression du désordre dans une tentative très erronée d'orchestration, donc d'ordonnance. Lorsque plusieurs... Je lance des clous un peu partout dans la pièce ici, et à un moment donné, il y a 4-5 clous qui arrivent à la même place avec approximativement le même angle. Et les clous pourront prétendre à de la création, c'est ordonné. Mais cela provient d'un désordre qui leur échappe totalement, ce n'est pas ordonné. Ils ne pourront pas créer comme ils voudront. Lorsque les 4 clous auront été plantés, le cinquième qui manque, il peut venir dans 6 mois. Les clous continuent à se promener, il peut venir dans 1 an, dans 6 ans, dans 6 000 ans. Mais le désordre, c'est pas ce que l'homme vit présentement. Mais l'homme a toujours vécu le désordre parce que l'homme inclut dans son ordre le désordre. L'humain n'a pas la capacité psychologique, intelligente et endocrinienne de faire en sorte que le reste de l'univers supporte son désordre, le désordre créé par son ordre. Alors, il y a, premièrement, pas de libre arbitre. Et le facteur qui manipule l'humain présentement est le facteur de désordonnance. Il y a une tendance, par réchauffement, à s'organiser. Mais cette tendance à s'organiser est une tendance aléatoire. Comme la créativité chez l'homme est un phénomène aléatoire. Un phénomène qui ne dépend pas de l'homme et qui dépend d'une mécanique tellement grandiose et tellement désordonnée qu'elle peut porter le nom de hasard. Elle est prévisible, elle est mécanique.
mais d'une amplitude telle que l'humain ne peut pas la prévoir. L'humain n'a pas la conscience. De toute façon, l'humain est totalement astralisé, donc il est totalement désorganisé, et dans ce désordre, il ne peut pas prévoir l'ordre du désordre. Le désordre astral, que ce soit le désordre de n'importe quoi. Même l'avenir de l'homme fait partie du désordre. C'est mécanique, c'est programmatif. Sauf que l'homme est tellement féru de sa créativité, de son intuitionnalité, de son libre arbitre, même s'il apprend qu'il n'en a pas. Alors la créativité, c'est un facteur extrêmement désastreux dans la conscience évolutive d'un humain. L'humain doit prendre son trou. Cela veut dire que l'humain doit totalement abdiquer l'illusion de sa créativité pour devenir un être efficace. Un être efficace, c'est un être qui accomplit. Un être qui accomplit, c'est un être qui accomplit une mécanique. Une mécanique qui dirige l'être, ou qui dirige l'ensemble des êtres inclus dans la mécanique, vers un point focal très particulier, déterminé par la manipulation, intelligente ou pas, du groupement ou de l'individu. Mais la créativité est une farce. Lorsqu'une cellule dans un corps physique décide de créer, on appelle ça le cancer, on appelle ça un tumeur. Lorsque des cellules décident de créer, le foie décide d'être créatif, alors il ne veut plus fabriquer de la bile. Il veut fabriquer d'autres choses. Il veut fabriquer du cholestérol, par exemple. C'est très, très, très intéressant. On prend le foie, on le met aux poubelles, et puis on attend qu'un corps physique soit suffisamment massacré pour prendre son foie, puis on le transplante dans l'autre, dans celui qui avait un foie créatif. La créativité est une farce. La créativité est une aberration totale. L'humain pourrait arriver à une efficacité summum s'il abdiquerait totalement sa créativité. Si l'humain n'a plus de désir, si l'humain n'a plus de créativité, l'humain est totalement libéré de la majorité de la manipulation engendrée par la création du désordre interne, parce que nous voulons créer une forme d'ordre. Donc, il doit pousser qu'est-ce qui l'attire. L'humain doit simplement s'asseoir et observer ce qu'il a à faire, pas ce qu'il veut faire. Ce qu'il a à faire. Je ne vois rien à faire. Fais rien. C'est très simple, très simple. Mais l'humain est astralisé, l'humain est donc désordonné. Et dans ce désordre total, il y restera l'illusion du libre arbitre, l'illusion que oui, mais il faut que je fasse quelque chose. Sinon, tu ne fais rien. Tu ne feras rien, tu ne fais rien. Tu exécutes. Tu exécutes l'ordre donné par le désordre ou tu exécuteras l'ordre donné par la mécanique. L'intelligence ne donne pas la créativité à l'ego. L'intelligence ne donne pas la créativité à l'humain. L'intelligence fait en sorte que l'humain a le goût de faire ce que l'intelligence veut que l'humain fasse, sauf que l'intelligence étant plus grandiose, plus désassujettie du désordre, elle a la faculté d'ordonner à même le désordre, c'est-à-dire qu'elle permettra à tous les facteurs reliés à elle-même, donc à tous les facteurs humains intelligents, de devenir totalement efficaces à travers le jeu de quilles fou qu'est la création. Alors l'humain ne changera pas les choses. Quand il aura à pleuvoir, il pleuvra, sauf si l'humain a la capacité énergétique de transformer l'ordre dans le désordre. Mais de toute façon, il pleuvra. Peut-être que tu ne seras pas où tu es, tu seras ailleurs. Peut-être que tu vivras ailleurs. Et ça pleuvra où c'est que tu étais. Mais de toute façon, l'intelligence ne permet pas à l'humain de changer la mécanique. L'intelligence permet à l'humain de profiter de la mécanique. Alors, celui qui devient extrêmement intelligent doit devenir un profiteur. Mais un profiteur ne peut pas être un créateur. La créativité, de par sa définition, veut dire que l'humain décide les choses et que l'humain change la mécanique pour en faire quelque chose qui va avec son affinité. Mais c'est une illusion totale. C'est tellement subtil que l'humain, même celui qui évolue, continue. Tout à l'heure, je l'ai dit, dans les subtilités, il y a la créativité qui égoïse totalement l'humain, et il y a le jugement. Maudit niaiseux. S'il était un niaiseux, c'est qu'on ne dit pas maudit niaisable, on dit maudit niaiseux. Donc, on implique par le même qu'il a un libre arbitre. Et l'humain n'a pas de libre arbitre. Alors que tu gueules après n'importe qui, l'humain ne peut pas être un écœurant. Il ne t'écœure pas. Il n'en a pas conscience. Il est manipulé. On lui donne l'illusion qu'il le sait, alors il dit hé, hé, hé. Mais ce hé, hé, hé ne lui appartient même pas. Il va dire hey, je l'ai eu. Mais c'est même pas lui. Il t'a pas eu. Il n'en est même pas conscient. L'humain n'a même pas cette conscience. Mais dans l'orchestration astralisée du désordre, on engendre ce genre d'illusion. Mais il n'y a pas de libre arbitre. Alors, s'il n'y a pas de libre arbitre, je ne peux plus haïr personne, je ne peux plus maudire personne. Je peux peut-être, au pire, avoir pitié des gens. Mais c'est tout. Celui qui vient et qui te vole, c'est pas un voleur.
C'est pas un voleur, c'est un événement. C'est un exprimeur d'événements. Toi, t'es un volé. Non, t'es un exprimeur d'événements aussi. T'es juste pas à la bonne place. Mais celui qui est justement rendu à ce point-là, où il voit tout ça, il voit qu'il peut plus rien faire, même si qu'est-ce qui est imposé, c'est même pas lui Il y a qui une n'a farce dans ce que tu as dit. Il voit pas qu'il peut plus rien faire. Il voit qu'il a jamais pu rien faire. jamais pu rien faire. Pareil, Bon, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a à faire? rien. Oui, mais il y a quand même de quoi. Il Non. n'est pas pour rester à attendre là, puis se laisser vivre. C'est pas ça qu'il va faire. Il peut pas rien faire. Donc, il restera pas là à attendre que ça se vivre. Il peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire, justement, ce bonhomme-là? Cette bonne femme-là, Pour cette bonne femme-là? Pour cet enfant-là? Il s'aperçoit là, qu'il n'y a rien à faire. Il peut pas rester comme ça à rien faire. ben non, il peut pas. Fait qu'il Il va faire de il quoi? va faire quelque chose. Mais il faut qu'il cesse de penser que c'est lui qui décide. Mais là, il y a une limite, là. Non, Il veut arriver à défoncer cette limite-là. il veut pas. Il pense vouloir. Il pense vouloir. Sa créativité encore qui vient de faire chier, qui lui dit qu'il est niaiseux, qui lui dit que ça prend du temps, qui lui fait prendre conscience qu'il foire, qui lui fait prendre conscience qu'il a perdu son temps, qui lui fait prendre conscience que s'il y aurait plus de volonté, qui lui fait prendre conscience que juste pour le faire chier. Mais ça change rien. Ça le fait broyer, c'est tout. Ça fait aussi partie de la mécanique du désordre. L'humain est l'organisation des structures désorganisées. C'est un jour qu'il va arriver à s'organiser. Autrement que par désorganisation. Ça peut être la nuit. Ça va arriver. C'est évident qu'il y a des solutions, mais pas des solutions créatives. Il n'y a pas de solution créative, il y a des solutions expressives. On doit appliquer, c'est simple. Si on n'applique pas, c'est bon. Et puis si on n'applique pas, c'est simplement parce qu'on n'est pas prêt à appliquer. À un moment donné, l'homme va faire des choses. Prenons l'exemple d'un patron qui engage une secrétaire. La secrétaire, elle perd plus de temps à se maquiller parce qu'elle regarder dans son miroir qu'à taper ses lettres. Elle tape ses lettres bien lentement pour ne pas briser ses beaux ongles de secrétaire. Le patron, il dit, si elle ne change pas, m'en mettre dehors. Et il ne peut pas la mettre dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne la met pas dehors. Bon. Oh, on peut trouver les raisons qu'on voudra. Le psychologue peut en trouver plein de raisons. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne peut pas. Pas le temps. Et après 2 ans, il dit, ben là, j'en ai assez. Peut-être qu'il va être capable. Peut-être qu'il ne sera pas capable. Alors il va dire, je ne suis pas écœuré d'être écœuré. Mais l'écœurement de l'écœurement, c'est un facteur psychologique, c'est partie de l'illusion de l'ego. Il le vit, mais ça fait partie de l'illusion de l'ego. Ça permet à l'ego d'accepter l'intervention sacramentale à un moment donné de sa vie. Mais le bonhomme, il peut aussi dire, je ne la mets pas dehors, puis tout le monde me suggère de la mettre dehors, mais je ne la mets pas dehors. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps. On va dire, non, c'est pas le temps, t'as qu'à a signé son chèque pour son renvoi, puis tu la mets à pas. C'est pas le temps. Ben oui, on signe pas le temps. Mais l'imbécile, c'est-à-dire que le génie humain va dire, non, on va lui laisser sa chance. Ah, elle n'est pas si pire que ça. Ah, ben, on va lui donner une structure, puis tu vas voir que. Ah, ben, non, c'est plaisant. Mais elle va continuer à se décrotter le nez au lieu de travailler. Et puis, à un moment donné, ben, le patron, il va simplement la renvoyer. Puis quand est-ce qu'il va la renvoyer? Quand ça va être le temps. Et peut-être que c'est là qu'elle va commencer à se prendre en main. Peut-être que c'est là qu'elle va remonter. Puis il va dire, là, je te mets dehors. Ben oui, non. Pourquoi? Parce que je te mets dehors. C'est tout. Puis la personne, elle va dire, voyons, non, ça fait depuis 2 mois, là, je suis les cours, puis depuis 2 mois, je change rien, je te mets dehors. Autant que j'ai pas pu te mettre dehors quand je devais, autant je peux pas te garder quand je devrais. Là, je te mets dehors. Donne-moi une raison. Je te mets dehors. Puis si l'humain est suffisamment intelligent, pas créatif, donne-moi une raison. Ben, il va cracher en plein visage. Elle va s'en aller d'elle-même. C'est le temps. C'est simple. Il ne pourra pas la garder. Il ne la gardera pas. Tu dis, oui, mais si on arrive à vivre cela, plus de créativité, on se rend compte que ça ne vaut même pas la peine de traiter les autres d'imbéciles. Ils ne sont pas manipulés. En plus d'être inconscients. On fait quoi? Mais on va simplement travailler plus librement. C'est-à-dire que tu vas éternuer quand tu auras éternué. Mais tu ne passeras pas 2 heures à te demander si tu vas éternuer ou pas. C'est juste ça qu'il y a nuance. Tu ne changeras pas dans l'application, mais tu vas changer en maudit dans la communication. C'est tout. Ce que l'humain doit parvenir à faire, l'humain doit prendre sa créativité puis piler avec l'ego, avec l'astral, avec le double axiome, avec tout ça.
L'humain doit prendre son jugement, sa péjorativation, puis mettre ça en dessous, puis c'est tout. C'est seulement que l'écœurement qui va arriver, qui va le pousser justement à écraser les structures Les actuelles. débutants, ça va être l'écœurement. Par la suite, ça va être l'énergisation des gens. Ouais, créatif. Aujourd'hui, il apprend que la créativité, c'est une des grandes aberrations de l'évolution. Puis qui est capable de le comprendre, même si ça l'enrage, il va finir par traverser sans nécessairement aller jusqu'au bout, jusque dans l'écœurement de l'écœurement. Mais celui qui n'est pas capable, à un moment donné, va s'écœurer. Il veut toujours être créatif. Sa créativité va le frustrer toute sa vie. Il faudrait qu'il soit millionnaire pour que sa créativité puisse s'exprimer. Mais à un moment donné, il va vouloir bâtir un château, il va vouloir bâtir un pont, il sera vraiment assez riche. La créativité, c'est l'organisation du désordre. C'est le paquet de clous qui arrive en même place, puis l'humain se dit, regarde, c'est ça ma créativité. Il me manque seulement les autres clous qui sont totalement désorganisés, qui prennent n'importe où. Et là, tu vas dire, ben, si tu m'aiderais, si le clou à toi qui plante là, ben, au lieu de le planter là, tu planterais avec les miens. Je pourrais, bon. Alors, on dit, on pourrait finir par finir ma peinture. Puis on va signer mon nom, pas le tien. Mais c'est une farce, la créativité. La créativité, c'est l'aberration. L'homme nouveau doit cesser totalement d'être créatif, alors immédiatement, il va cesser de se faire leurrer par une grande quantité de manipulation astrale. Le projet offre ça. Moi, je ne veux pas le créer, c'est pas de la créativité que je veux exprimer, c'est de l'intelligence. Si c'est pas le temps, c'est pas le temps. Si c'est le temps, c'est le temps. Tous ceux qui veulent le créer et que ça fait partie de leur créativité vont pouvoir se défoncer là-dedans. Ben, c'est ceux-là qui font que le projet ne peut pas aboutir. Parce que ce genre d'humains-là ne peuvent pas vivre dans une société comme ça. Donc, en partant, ça ne marche pas. Celui qui, à un moment donné, veut se lancer en affaires, s'il veut se lancer en affaires puis se conscientise, l'énergie supramentale tape dessus. J'en ai parlé un peu lors de la dernière conférence. Prochainement, il y a un séminaire intensif qu'on va donner à ceux qui font partie du groupe financier Investors, justement sur ce que c'est que de la finance, ce que c'est que de l'argent, puis pourquoi que celui qui se conscientise, tout ce qu'il peut viser, c'est la pauvreté. Sauf si à un moment donné, il cesse de viser puis il organise quelque chose de différent. L'humain qui vit de sa créativité crée son désordre et crée sa perte. L'artiste, celui qui a réussi avec sa créativité, celui qu'on jalouse avec notre créativité, ben lui, Salvatore Dali, est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un gars heureux? Est-ce que c'est un gars en plénitude? Est-ce que c'est un gars qui se conscientisait? Est-ce que c'est un gars qui avait de la créativité et qui souffrait à un point tel de sa créativité qu'il fallait absolument qu'il fasse des peintures de débiles, sinon il devenait débile. Comme tous les grands créateurs. Ils ont été manipulés. Ils souffraient. C'était comme le vampire qui manque de sang. Ils se devaient de créer. Ils n'étaient pas des créateurs heureux. Il n'y a pas de créateur heureux. Puis il y a celui qui veut devenir. Puis ces peintures, on n'en veut pas de ces peintures. Bien plus beau que Picasso. Picasso souffert pour les faire, les siennes. C'est là qu'on va acheter. On ne le sait pas énergétiquement, mais c'est encore le désordre. Combien de peintres peignent dans le bas de la ville, sa rue? Mauditement plus beau que ceux qui sont exposés, puis les toiles qui se vendent des prix de fou et de folle. Ben, eux autres, leur peinture est pas mal plus belle. Ben, c'est beau, c'est pas ce qu'on veut. Le gars, dans sa créativité, il est pauvre. C'est tout. Chercher l'inverse, ce serait pas la solution, justement. On cherche de quoi? On va arriver à une fin, viser l'inverse. Amènera pas viser l'inverse, il faut faire l'inverse de viser. C'est pas pareil. C'est là où on se casse la gueule. C'est quand on arrive à découvrir que tout ce que l'on veut voir, on va revenir de toute façon dans une conférence du vendredi, je ne sais pas si c'est la prochaine, donc je ne suis pas sûr, découvrir comment l'être intelligent parvient à contrôler son avenir, quelque chose comme ça. Où on va élaborer sur cette mécanique de la question que tu me posais là. Mais il ne faut pas que l'humain pense qu'il n'a qu'à vouloir l'inverse pour avoir le côté opposé. C'est dangereux. Il y a quelque chose comme ça qui est à faire. Mais c'est pas exactement ça. Il faut faire l'inverse de viser. Mais l'inverse de viser, c'est comme attendre et ne rien faire. Mais attendre et ne rien faire, c'est peut-être aussi que pendant ce temps-là, l'ego aussi continue à viser, lui. Alors, il y a donc une mutation, il y a une transformation, il y a un lavage. Il y a un lavage, il y a une initiation, il y a plusieurs choses que l'humain doit s'arranger pour faire. L'humain doit s'unir sous un feu. L'humain doit s'arranger pour créer suffisamment d'ordre entre lui, je parle encore du point de vue qui se conscientise, s'organiser pour créer suffisamment d'ordre entre et accepter astralement d'engendrer le désordre à l'extérieur.
parles d'un groupe ou d'un individu en particulier? L'individu, c'est le début. Et puis par la suite, s'il veut arriver, bon, tout à l'heure, je me plaisais à regarder l'édifice qui est en face. Un seul humain peut-il bâtir un édifice comme ça? Oui, ça va prendre du temps. Il peut. Oui, ça va prendre quelques millions d'années. Parce que tu vas dire, oui, mais si on y fournit tous les matériaux. Ah non, s'il est seul, on ne fournit pas les matériaux. Il faut qu'il gratte ses mains à la terre pour trouver du métal. Il faut qu'il fasse tout, là. Un humain, bâtir, il y en a comme ça. Le verre, le plastique, le métal, l'électricité, les fils. Comment tu fais un fil électrique, toi, avec du métal? Puis comment tu leur coupes le plastique en plus, là, plus long? Intéressant. Non, un homme ne peut pas. Nécessairement, il a fallu qu'une collectivité s'y mette. Et cette collectivité a été organisée dans le désordre, donc chaque être humain qui a bâti la bâtisse n'est même pas au courant qu'il a participé à la construction de la bâtisse. Alors, il y en a un qui fait des fils électriques en sacrant toute sa vie de sa maudite misère de job, il y en a un qui pose des briques, il y en a un qui met des bavages d'aluminium, il y en a un qui met des fenêtres, il y en a un qui cloue des clous dans du bois, il y en a un qui fait des clous puis qui gueule toute sa vie. C'est tout dégueulasse qui ont bâti la bâtisse. Tous des êtres humains qui se disent là, qui se disent poireux, qui se disent manque de créativité, l'emploi que j'ai ne me permet pas de. Regarde la superbe bâtisse qui est construite. Puis là-dedans, l'humain est en train de broyer, l'humain veut se suicider, l'humain ne veut plus vivre sa vie comme ça. Mais il y a une chose intéressante, c'est que tous ceux qui ont bâti la bâtisse l'ont bâti pour d'autres que pour eux autres. C'est ça l'organisation du désordre. Alors eux autres, ils ne peuvent pas en bénéficier, mais zéro. Puis il y en a un, lui, qui a fait travailler tout ce monde-là, puis que lui n'a pas. Lui, il est plus heureux que les autres. 89, ce serait pas une année, justement, où Ce serait pas. 89 Serait-elle? serait-elle, oui, l'année... Ça, c'est une question. Serait-elle l'année d'un point tournant, justement, du désordre? Tu sais que 84, c'en était une, 85, c'en était une, 86, c'en était une, 87, Oui, sauf que 89... 88, c'était celle-là, 89, oui, 89, il y a quelque chose de bizarre dans 89, c'est que les gens arrivent près de l'écœurement de l'écœurement. Est-ce que c'est ça qui va faire que c'est le point tournant? La grosse question, ce n'est pas ça. La question est quelle quantité d'écœurement les gens peuvent-ils en trouver? Quand tu en as là, tu te dis, je peux plus. 2 ans après, tu en as beaucoup plus. Mais Tu te dis, j'aurais jamais cru pouvoir en supporter autant. Mais là, ça s'en vient. Puis 10 ans après, tu te dis, là, ça s'en vient. Puis 20 ans après, là, c'est où le fond de l'écœurement? il n'y a pas un moment donné que ça va le pousser justement à rien Faut que tu faire. t'écœures vite, Ouais. sinon l'humain s'adapte. C'est ça son problème. Il s'adapte. Il va s'adapter à tout. Sauf avec quelque chose de neuf. Mais c'est le vieux qui l'écœure, c'est pas le neuf qui l'écœure. Le neuf fait peur, mais le vieux l'écœure. Il s'adapte. Il s'adapte au désordre. On a la possibilité de recevoir des bombes nucléaires sur le capot quasiment quotidiennement. Mais on n'a pas la peur qu'on devrait avoir. En tant qu'animal humain, on devrait avoir mauditement plus peur que ça. On continue à bâtir. On continue à vivre. On continue à vouloir instruire nos enfants. On continue à penser que. Alors, on s'adapte réellement à la peur. Première bombe, terreur. Maintenant, 3000 bombes. C'est moins peur, hein? 100 mégatonnes sur Nagasaki. Maintenant, on a des bombes avec des milliers de mégatonnes. Des millions de tonnes de dynamite placées dans une bombe. Puis, l'Australie disait, il a vu, presque tout disait. On va organiser, mon ami. On va christifier les choses. On va s'occuper de ça. Il va y avoir beaucoup de lumière qui va se dégager. C'est l'organisation. La problématique de l'organisation, c'est que c'est pourquoi on doit faire une organisation. J'ai déjà parlé, moi, de l'équilibre instable. Ça appartient pas à l'ego, l'équilibre instable. Ça appartient seulement à la structure d'intelligence, à l'instantané. L'équilibre est absolument merveilleux et parfait pour un moment, merveilleux et parfait, mais l'équilibre ne peut pas être persisté, continué, conservé. Alors, il y a dans l'organisation un facteur d'adaptabilité absolument essentiel. L'organisation, chaque fois que nous organisons quelque chose, bon, je prends un exemple. Prenons un moteur d'automobile. Dans un moteur d'automobile, il y a des pistons, il y a des bougies, il y a de l'essence, de l'air, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une explosion et que le moteur, que le piston descend, et nécessairement il fait tourner le vilebrequin pour acheter un autre piston vers le haut, c'est la différence de chaleur entre l'extérieur du moteur et l'intérieur du cylindre. La chaleur dans le moteur atteint 1 degré, on va dire 1000 degrés. Si le moteur est placé dans une pièce chauffée à 1000 degrés, quand la bougie va éclater, le piston ne bougera même pas. Et si c'est plus chaud, le piston va commencer à bouger.
si c'est plus froid, le piston va bouger encore plus vite. Alors, pour que l'énergie puisse servir, il doit y avoir une structure, une différence de potentiel total. Plus la chaleur dans le piston, dans le cylindre plutôt, va être grande, plus le piston va voler vite en bas. Mais un moteur marche beaucoup mieux quand il fait froid. Le moteur atteint une température, mais la différence de pression, la différence de chaleur entre l'extérieur et le moteur fait qu'il va marcher beaucoup plus. Mais la matière va s'user. Pourquoi? Parce qu'elle s'organise pour résister à la transformation. S'organisant, elle se réchauffe. Le moteur se réchauffe. Se réchauffant, il crée de la lumière, de l'infrarouge. Bon. Alors l'être humain, lui, qui fonctionne, à un moment donné, qu'est-ce qu'il crée, l'humain? L'humain, dans sa structure, et c'est la même chose dans la conscientisation, dans la structure évolutive astrale, etc., même dans la structure financière, c'est qu'on a tendance à créer un équilibre. Si on crée un équilibre, toute énergie qui est là est absolument inutilisable. Alors, il faut que l'être humain parvienne à engendrer, tant qu'il est assujetti aux deux lois de la thermodynamique d'évolution de notre univers, tant que l'être humain est assujetti à ces deux lois-là, l'humain doit continuellement avoir à l'idée qu'il doit s'organiser, lui, et nécessairement, et son organisation sera d'autant plus puissante qu'il aura engendré le désordre autour. Maintenant, il y a deux façons de créer les choses. On peut créer du désordre, et en créant du désordre, on va nécessairement créer de l'ordre. Parce que le désordre est créé par l'apparition de l'ordre. Maintenant, là, si nous créons du désordre, l'ordre qui nécessairement va être créé peut ne pas nous appartenir. Et c'est ce qui arrive dans une société, c'est qu'habituellement, il y a des êtres humains qui ont la capacité attractive de cumuler autour d'eux l'ordre engendré par les autres qui, eux, travaillent sous le désordre. Et lorsque nous travaillons dans l'astral, lorsque nous travaillons dans la matière, lorsque nous travaillons dans la finance, lorsque nous travaillons dans n'importe quel domaine, si nous n'avons pas parfaitement bien compris certaines lois, nous allons engendrer de l'ordre qui servira à d'autres personnes ou qui servira à d'autres phénomènes de la matière. Et nous risquons de créer un océan plat. Nous risquons de créer un équilibre entre nous et l'extérieur, entre notre ego et l'astral extérieur, ce qui va faire en sorte que nous allons atteindre un niveau de stagnation où nous ne pourrons plus rien faire. C'est-à-dire que nous allons être des morts vivants. Et ça, c'est une orchestration qui a été fautive, qui a été pathologique, maladive, mal faite, de l'organisation à travers un milieu où on a tendance à vouloir aussi prêcher. Dans le témoin de Jéhovah, le chrétien, le musulman, placé seul dans un monde où on est contre sa religion, va travailler beaucoup plus sa religion que celui qui est placé dans un monde où on est tous d'accord avec sa religion. Alors, immédiatement, il doit aller convertir les autres. L'islam rentre en guerre, les témoins de Jéhovah frappent à votre porte. On doit continuellement se confronter au désordre. Parce que là, l'énergie qui est présente devient utilisable. L'énergie de l'essence dans un moteur, et l'essence, c'est des fossiles, c'est donc des plantes, c'est donc de la lumière solaire, que nous allons redistribuer en organisant sous forme de force motrice pour faire avancer notre automobile. L'énergie de l'essence ne sert absolument à rien si tout ce qui l'entoure est de même niveau qu'elle. Alors, si c'est la même température, si c'est la même pression qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça ne va rien se passer. Lorsque l'être humain est dans une phase de conscientisation, il est toujours confronté par l'intelligence à rencontrer des imbéciles, entre guillemets, parce que l'humain n'est pas imbécile, ceux qui le rencontrent. Alors, il est totalement, toujours, continuellement confiné à travailler dans la merde pour que la différence de potentiel soit de plus en plus grandiose, de façon à ce que l'énergie de l'humain puisse servir. Mais est-ce qu'elle sert à l'ego? Non. Est-ce qu'elle sert à l'humain? Pas nécessairement. Elle sert à l'intelligence supramentale. Plus il y a de souffrance sur la planète, plus ça me sert. Alors, plus celui qui se conscientise mange de la merde, plus ça me sert. Sauf que je peux prendre de l'énergie ailleurs qu'à travers ceux qui se conscientisent. Mais ceux qui se conscientisent n'ont pas encore la capacité de conserver leur énergie. Ils la perdent. Alors, elle file une poche, je la ramasse. Bon. Maintenant, l'être humain est, parce que présentement, il n'a pas su créer une synergie, il n'a pas su devenir un soleil. C'est un électron, c'est un atome, qui est totalement confiné à se faire massacrer par le désordre. L'atome est le début de l'ordre. En réalité, le quark est le troisième facteur du début de l'ordre. Par la suite, les nucléons, et par la suite, les atomes. Les molécules sont encore de l'ordre, mais plus il y a d'ordre, plus il y a de désordre autour. Quand on regarde le Soleil, le Soleil est libre, seul, entouré d'espace. L'espace, c'est le désordre total. Il y a la Terre est entourée d'espace, le désordre total.
Bon, l'homme est aussi un phénomène d'organisation, et autour de lui, c'est le désordre. Et si la Terre, pour le Soleil, fait partie du désordre, elle tête. Elle prend les photons jaunes et en remet 20 fois plus de photons rouges. Et elle orchestre le désordre. Donc, l'humain qui se conscientise, nécessairement, va découvrir, comme facteur de désordre, tous ceux qui sont inférieurs au niveau de la conscientisation. Alors, moi, je mets un photon jaune, en guillemets, d'intelligence. Et les humains, les planètes autour de moi, les autres humains vont ramasser ce que je dis et ils vont après ça aller en parler, mais ils vont ils vont atténuer d'une façon magistrale ce que j'ai dit et ils vont donc créer 20 photons rouges. Et alors, l'humain avec qui je vis engendre le désordre, est un facteur très grand pour moi de désordre. Le séminariste comme celui qui est en conférence. Et eux vont émettre plus de désordre que moi j'en ai émis, mais ceux qui vont par la suite récupérer ça, encore plus bas dans l'échelle de désorganisation, ben, vont réengendrer un facteur de désordre. Ce qui fait qu'à un moment donné, celui qui a écouté, celui qui a fait le séminaire, ne peut absolument rien écouter de moi. Il saute, il explose. Ou carrément, il traite d'imbéciles, de cinglés, il crise, mais bon, il crée le désordre. L'humain qui se conscientise, s'il veut parvenir à ne pas vivre ces facteurs de désordre, il créera du désordre. Mais on ne doit pas créer dans notre propre maison le désordre parce que nous organisons. Un exemple. Nous organisons la structure de ménage dans une maison. Mais cela nous contraint à devoir accomplir une mécanique qui, à un moment donné, va venir faire prendre de notre énergie. Plus j'ai de meubles, plus je dois les épousseter. Les meubles sont de l'organisation aussi. Celui qui travaille dans un laboratoire ou dans une salle où il fait de la couture, et tout est en bordel, il est plus libre. Quand il cherche quelque chose, il tasse un peu, il y a toujours une mémoire qui lui rappelle grosso modo où c'est. Mais ça traîne les fils à terre, des petits morceaux de tissu à terre. Bon, une fois par mois, il ramasse un peu en gros. Mais quelqu'un passe là-dedans, il met de l'ordre. Classe. Celui qui vient pour travailler, il peut prendre un temps fou maintenant à sortir de l'ordre, qui maintenant est un désordre pour lui, des choses, et il peut prendre un temps fou à replacer. L'être humain doit comprendre ce que c'est que l'ordre pour arriver à l'intégrer dans sa vie, tout en faisant en sorte que le désordre inhérent à la création de l'ordre soit expulsé totalement de sa vie. Et présentement, chaque fois que l'être humain crée de l'ordre, je crée de l'ordre mental. Et mon désordre que je crée, je le place dans mon astral. Ou dans mon corps physique. Alors, je suis toujours désordonné, débalancé. Et à un moment donné, j'ai de plus en plus d'ordre mental et de plus en plus de désordre astral. Est-ce que c'est un pourcentage de 40% d'ordre puis de 60% de désordre? Ça dépend de l'humain. Ça peut être... Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que le pourcentage peut être supérieur à 100%? Si l'humain accepte, non, à 100%, non. Mais il peut être débalancé. Normalement, c'est 50-50. Donc, la part des deux va faire un 100%. Oui. S'il y a 50% d'ordre sur la planète, il ne peut pas avoir 60% de désordre. Non. De toute façon, il y a toujours 50-50. Sauf qu'il y a des parties de la planète ou des humains qui vont recevoir plus de désordre parce que ça leur plaît de supporter les problèmes des autres. Puis dans la réalité fondamentale des choses, ça reste un 50-50. Mais dans une structure, est-ce qu'une structure peut être 50% d'ordre, 50% de désordre, et à l'extérieur de cette structure-là, un autre désordre? Vois-tu, une structure, il faut simplement intégrer. Si je décide que je fais mon évolution totalement à l'intérieur de moi, je devrais contenir mon désordre. Si je décide que je fais mon évolution au travers de la société, je pourrais la faire contenir mon désordre. Si je décide que c'est au niveau de la planète, je pourrais faire comme les Américains ont fait inconsciemment, je pourrais rendre des pays extrêmement pauvres de façon à rendre les Amériques extrêmement riches. Je peux, si je décide que c'est l'univers, placer mon désordre dans l'univers, pas de façon spirituelle. Il y a de la mécanique matérielle. Si, à un moment donné, nous voulons être en santé, cela veut dire que nécessairement, il devra y avoir des maladies ailleurs. Si nous voulons, à un moment donné, avoir de l'argent, cela veut dire que nécessairement, nous devrons engendrer la pauvreté ailleurs. Si nous voulons nous conscientiser, cela veut dire que nécessairement, nous devrons engendrer de l'inconfort de conscientisation ailleurs. Si nous voulons avoir la paix, cela veut dire que nécessairement, nous devrons engendrer la guerre ailleurs. Vous voyez, chaque fois.
Et tant que l'humain n'a pas la structure neuronique pour être capable de supporter ces choses, il devra manger de la marde. Aussi bien du bon côté. Ben oui, mais l'humain est manipulé encore une fois. Sauf que qu'est-ce que c'est que arriver à s'en sortir? Arriver à s'en sortir, cela veut dire être dans le temps où on doit s'en sortir. C'est-à-dire que si on décide qu'on fait quelque chose, c'est bien ceux qui vont vouloir le faire vont venir le faire. Ceux qui vont vouloir, bien ils vont être dans le temps de vouloir. Ils viennent simplement se chercher un peu plus d'écœurement. Parce qu'ils ne pourront pas résister jusqu'au bout, puis à un moment donné, ils vont devoir s'en aller. Et il y a un temps. L'intelligence se cherche présentement des facteurs humains pour arriver à orchestrer les choses, mais pour cela, il faut que l'humain perde sa créativité totalement. J'ai déjà fait une conférence, mais c'est une conférence vendredi. Dans la majorité des cas, ceux qui devraient l'écouter considèrent que c'est pas pour eux. Et c'était la société de demain, une monarchie. Combien d'égos? Ben, aucun. Combien de phénomènes humains, de facteurs humains, qui ont un début d'intelligentiation, donc de contact avec l'intelligence prémentale, seraient capables d'exécuter les ordres donnés par un monarque? Le monarque, c'est l'intelligence. Il peut être exprimé à travers un être humain, un homme ou une femme, ou un enfant, ou un groupement d'humains. Mais combien d'humains seraient, présentement, accessibles à l'intelligence au travers d'une monarchie? Quand des personnages non régis par l'intelligence entraient dans un couvent, entraient dans un ordre de chevalerie, comme l'ordre du Temple, eh bien, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Et on avait des individus qui n'étaient pas des imbéciles, manipulés quand même, mais ne devenaient pas plus riches que les autres. Et les autres s'arrangeaient pour que la communauté puisse avoir tout ce qu'elle a besoin. C'est assez original. Certains riches entraient dans la communauté, dans l'ordre, mais la majorité étaient des pauvres, attirés par l'ordre, parce que de toute façon, il fallait être pauvre. Alors, quand tu étais pauvre, tu avais tout ce qu'il fallait pour entrer là. L'ordre du Temple a eu des trésors de cumulés qui seraient, si on les découvrirait, suffisamment grandioses pour pouvoir se payer le luxe d'acheter de 2 à 3 fois tout ce qui existe sur la planète, y compris les villes. Si on regarde les Sœurs Grises, qui, à un moment donné, ont possédé l'île des Sœurs, qui ont fait construire la place Ville-Marie, première tour, premier gratte-ciel canadien, et tout ce qu'ils ont encore aujourd'hui, ce ne sont pas des gens riches. Ce sont des gens qui sont capables d'accomplir. Ce sont des gens qui laissent tomber leur créativité pour qu'un objectif qui semble intelligent pour la majorité des gens, ou qui de toute façon ne perturbe pas l'astral des autres, soit accompli. Si on a un champ à cultiver et qu'on laisse faire notre créativité, puis qu'on cultive d'une façon ordonnée, même si ce n'est pas la meilleure façon, il y aura un meilleur résultat que si chacun décide d'appliquer son intelligence, sa créativité illusoire dans l'orchestration de la culture d'un champ. Mais étant donné que l'humain est totalement confiné à se plaindre, totalement confiné à ne jamais accepter ce qu'il a commencé ou accepter ce qu'il vit, accepter sa structure de vie, il ne peut pas voir l'arbre croître. Si l'humain veut voir l'arbre croître, il doit travailler comme une feuille. Plus l'arbre devient fort, plus les feuilles sont nourries, plus les feuilles vont vivre longtemps, plus les feuilles devront se sentir sécurisées. Mais si chaque feuille décide de drainer la majorité de ce qu'il peut vers elle, à un moment donné, c'est l'arbre au complet qui en souffre. Si l'arbre commence à être malade, tu as beau être une feuille merveilleusement en santé, quand la branche va te lâcher, tu vas tomber à terre avec les restes. Alors tu es millionnaire, tu es beau, tu es fin, tu es gentil, tu es tout ce que tu voudras, et puis comme tout s'effondre, ben tu n'es rien non plus. L'humain doit s'arranger dans la structure de conscientisation pour parvenir, non pas spirituellement, à vouloir être sauvé par l'arbre. L'humain doit comprendre que s'il veut arriver à une conscientisation moins souffrante, s'il veut arriver à une organisation plus intelligente, où le désordre est rejeté à l'extérieur, comme l'oxygène va être rejeté, alors que c'est ce que les gens veulent, on leur donnera. Ils vont nous donner le gaz carbonique. Ça va créer une différence de potentiel, et ça va créer de l'énergie qui sera utilisable. Présentement, la majorité de ceux qui se conscientisent sont bourrés d'énergie inutilisable. Elle est là. On devrait pouvoir créer un mobile, une mécanique, pour pouvoir faire en sorte d'utiliser l'énergie des conscientisés ou de ceux qui se conscientisent. On devrait. Il faudra en créer une. Mais pour en créer une, il faudra que les gens acceptent que leur énergie serve à quelque chose. Mais présentement, la majorité des gens ont de l'énergie d'une façon écœurante, différente.
Prends n'importe quel conscientisé dans la salle ou de ceux qui vont écouter la conférence et qui ne sont pas ici, et ils vont dire, oui, mais j'ai pas d'énergie. Prends eux autres, qui va leur faire ouvrir la gueule quelque part dans la société, n'importe où. Et tu vas voir qu'ils vont devenir le foyer attractif rapidement de n'importe quel congrès. On va les traiter de fous, de n'importe quoi. Mais on va les écouter. Ils vont devenir un foyer perturbateur, positif ou négatif. Ils ne seront pas neutres. Envoie-les dans le métro, commencer à prêcher. Fais-les passer à n'importe lequel. Il n'y a pas la parole juste. N'importe lequel. Compare-le. En différence de potentiel au peuple. Puis tu vas voir la quantité d'énergie qu'il contient. Sauf que dans le cadre où ils sont, cette énergie-là est inutilisable. C'est pourquoi certains MTS, à un moment donné, vont dire, ben moi, je lâche toute la gang, je lâche les conférences, je lâche les séminaires, je lâche les cours, je lâche tout, puis je m'en vais faire mon travail, je vais faire des conférences, tout, ils vont commencer, ils vont me ramasser la petite gang. La différence de potentiel lui permet d'utiliser son énergie. Mais il se fait têter. Il n'a pas la conscience encore pour pouvoir synergiser les choses. Alors, il va de temps en temps acheter une cassette ou venir à une conférence, comme ça, pour venir se réénergiser. C'est moins fou de faire ça que de rester continuellement attaché à un conférencier ou à une structure où tu ramasses de l'énergie sans jamais pouvoir l'utiliser. Sauf que si on veut faire mieux, eh bien, on ne va pas créer la différence individuellement avec le peuple. On s'arrange pour comprendre et implanter une mécanique qui va faire en sorte que les énergies des gens vont être utilisables. Il y en a une. Mais pour cela, il faut que les gens finissent par être capables de comprendre l'assujettissement à l'intelligence. Ça, c'est... Si tu as de la créativité, t'es mort. T'es fait. C'est quoi comprendre l'assujettissement à l'intelligence? Ça veut dire que si tu as raison, tu as raison. C'est pas Michel Desjans qui a raison. Mais si c'est intelligent, c'est intelligent. Mais si c'est toujours le même petit maudit bonhomme qui nous arrive avec, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la grandeur du corps physique, ça n'a rien à voir avec ceci ou cela. Mais si c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on va faire. Et si l'humain est capable donc d'être chapeauté par l'intelligence qui est le monarque, il va être capable de comprendre à un moment donné qu'un tel travaillent ensemble. Il va y avoir suffisamment de divergence d'énergie que l'énergie de chacun va être utilisable. Mais si on s'entend tous trois, on va foirer. C'est ce qui manquait à la structure OFSA. Ah, j'ai aucune idée, je n'étais pas dedans. Ah, je ne peux pas te dire. J'étais membre d'OFSA. Mais les gens, dans le début, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont sacré leur camp dans le début parce qu'ils savaient que j'étais pour tout mener. Et puis, moi, j'avais expliqué que si les gens voulaient faire OFSA, c'était correct, mais moi, je ne m'occupais de rien. Parce que les gens ne sont pas prêts à ce que je m'occupe de quelque chose. Et si je m'en occupe pas, ben ça va foirer. Pas parce que je suis plus brillant, parce que je suis plus intelligent. Mais il y a des gens qui sont réunis présentement, qui commencent à travailler à des projets, puis ça tient. Oui, Puis t'es pas là. c'est faux. Si tu parles des projets qui sont reliés à la structure du groupe financier Investor, ça, c'est moi qui l'ai mis sur pied. Ça, c'est moi qui l'ai orchestré, pas la fatalité. Si on regarde les compagnies qui font des profits, qui sont fructifiants, c'est encore moi qui les ai organisés. Mais l'idée, c'est que les gens sont capables, même à mon contact, d'exprimer de l'intelligence, de structurer leur énergie pour s'en servir. L'idée, c'est pas que je dois tout dire. Je ne suis pas là pour dire quoi faire. Je dois surtout être là pour dire quoi pas faire. Je dois surtout être là pour ordonner, mettre de l'ordre. Effectivement, les gens sont capables de fonctionner. Mais les gens qui fonctionnent, ce sont des gens qui sont capables de se servir de l'énergie. Et de temps en temps, si on a juste des petites réunions, juste des petites choses qui font juste reformuler l'énergie en mécanicité. Prochainement, il y a un séminaire que je vais donner à ceux qui travaillent dans la finance, qui est là juste pour obliger les individus à être capables de mobiliser l'énergie qui, sans ça, est inutilisable. Une fois qu'on a fait cette pratique, les gens pètent le feu. Je n'ai pas besoin d'être là. Les gens pètent le feu et les gens sont capables d'être aussi intelligents que moi. Mais là, la différence qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas encore la capacité de créer une synergie chez eux
qui va faire en sorte qu'à un moment donné, l'équilibre dans ce qu'ils font entre eux autres n'arrivera jamais. Les gens commencent, ça fonctionne, c'est génial, et puis à un moment donné, il y a un équilibre qui s'installe et une stagnation. Et là, on va dire, crime, il semblait qu'ils étaient plus puissants que les autres. Oh, oui, ils sont plus puissants que les autres. Mais dans l'équilibre, l'énergie que tu as là est inutilisable. Alors moi, j'arrive dans l'eau, puis je lâche 3-4 cris, et puis je m'en vais. Puis là, c'est simplement reparti. C'est pas de la motivation, c'est de l'énergisation. Et c'est ce que, il y a différentes choses. Je ne veux pas en parler pour l'instant. Là, on va faire une pause, mais à un moment donné, c'est évident, il faudra que les gens s'organisent pour que la désorganisation ne vive plus avec eux. Sinon, ils sont bourrés d'énergie, énergie inutilisable. Voilà.